Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme et que votre porte est bien verrouillée. Aujourd'hui, nous allons lire une histoire de Pierre Bellemare, de suspense, écrit par Marie-Thérèse Cuny, Jean-François Anamias, Jean-Paul Rouland. Allez go, c'est parti. Une ville propre. 2 mai 1956, 18h. Harry Lester s'accorde un peu de repos après une journée bien méritée. Il est satisfait. Les affaires marchent bien. Son cabinet d'assurance est prospère. Il a 5 secrétaires, 3 représentants et il envisage d'accroître son personnel. À 46 ans, Harry Lester est l'image même de la réussite. Mais il se consacre avant tout à sa famille. Sa femme, Joanne, sa fille, Grace, et son fils, Michael. Harry Lester regarde sa montre. Dans un quart d'heure, il prendra la voiture pour se rendre au Rotary Club, dont il fait partie comme tous les notables. Ce n'est pas tellement qu'il aime cet endroit, mais c'est, pour ainsi dire, une nécessité professionnelle. Car à Lakeland, une petite ville de Floride où il s'est installé, la respectabilité sociale compte beaucoup. Lakeland est, comme on dit, une ville bien. Et c'est sans doute à sa bonne réputation qu'Harry Lester doit la prospérité de son cabinet. Brusquement, sans s'être fait annoncer, 2 hommes font irruption dans son bureau. L'un d'eux porte une chemise bariolée sur laquelle est épinglée une grosse étoile de shérif. Il s'adresse à Harry en mastiquant son chewing-gum. « J'ai un mandat d'arrêt contre vous, Lester. Vous allez nous suivre gentiment, sans faire le mariole, compris ?» Harry n'a pas le temps de réagir. Tout ce qu'il trouve à dire, tandis qu'on l'emmène sans ménagement, c'est cette phrase stupide. « Mais enfin, je vais être en retard à mon club !» Dans le poste de police, Harry Lester, qui a repris ses esprits, laisse éclater son indignation. Mais le shérif le considère placidement, sans cesser de mastiquer son chewing-gum. « Du calme, mon gars. Les questions, c'est moi qui les pose. Et d'abord, il faut que vous sachiez une chose. À Lakeland, on n'aime pas beaucoup les violeurs. » « Les violeurs ?» Harry Lester a pâli. Le shérif, visiblement satisfait de son changement d'attitude, commence l'interrogatoire. « Vous allez me dire quand vous êtes allé pour la dernière fois au Purple Candy et quand vous avez vu la dernière fois Jennifer Lamb. » Harry ouvre des yeux ronds. Le Purple Candy est un bar à la sortie de la ville. Il a dû s'y rendre 2 fois dans toute son existence. Quant à Jennifer Lamb, ce nom ne lui dit rien. Le shérif ne le laisse pas aller plus loin dans ses pensées. « Vous voyez pas ? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Sam, fais entrer Miss Lamb. » Une jeune femme apparaît. Elle est jeune, jolie, moulée dans une robe agressive, mais son attitude contraste avec sa toilette provocante. Elle est craintive, apeurée. Le shérif l'invite à s'asseoir et lui parle d'une voix douce. Il a retiré son chewing-gum. « Miss Lamb, reconnaissez-vous cet homme ?» La jeune femme se met à éclater en sanglots. « Oui, je le reconnais, c'est lui !» Le shérif la fait reconduire avec ménagement et se tourne en rugissant vers Harry. « Alors, vous avouez maintenant ?» Harry Lester ne s'affole pas. Il est très calme. « Shérif, cette femme ment. Je ne sais pas pourquoi, mais elle ment. Maintenant, j'exige de téléphoner à mon avocat. » Le shérif reprend un chewing-gum et lui passe le téléphone. « À votre aise, mon gars, et vous pourrez lui dire qu'il va avoir du boulot. » Les jours suivants, malgré l'insistance du shérif et des autres policiers, Harry Lester persiste à nier farouchement. Dans sa cellule, il reçoit la visite de Joanne et de ses enfants. Ils sont bouleversés, mais pas un instant ils ne le croient coupable. Son avocat est également persuadé de son innocence. Pour Harry, cette aide morale est précieuse. C'est elle qui lui donne la force d'affronter, après 4 jours de détention, la confrontation dans le bureau du juge d'instruction. Devant le magistrat, Jennifer Lamb répète ses accusations avec plus de violence encore. Harry a beau tenter de la raisonner, il n'y a rien à faire. C'est lui l'ignoble individu, le violeur. Harry Lester est donc officiellement inculpé de viol et il a même beaucoup de mal à obtenir sa liberté sous caution.
Quand il sort du bureau, libre provisoirement, Harry a brusquement une pensée désagréable. Peut-être aurais-je mieux fait de rester en prison. Que vais-je trouver dehors ? La réponse ne tarde pas. Dès qu'il est dans la rue, une forme se jette sur lui, c'est Jennifer Lamb, qui agrippe ses vêtements et qui tente de le griffer. En même temps, des éclairs éclatent devant lui. Les journalistes, qui l'attendaient eux aussi, viennent de réussir un beau cliché. Harry, entouré de sa femme, de ses enfants et de son avocat, parvient à s'engouffrer dans la voiture. Comme il n'est que 11h du matin, il se fait déposer au bureau. En entrant, il a une surprise. Toutes les pièces sont vides. Mais l'explication ne tarde pas. Sur son bureau, parmi le courrier qui s'est accumulé, il y a 8 lettres. Ce sont les démissions de ses secrétaires et de ses représentants. Harry reste quelque temps les bras ballants, désœuvré, abattu. Quand le téléphone vient le tirer de ses pensées. C'est une voix d'homme, agressive. « Allô, ici Monsieur Brown. Ah, c'est vous, espèce d'ordure. Je vous informe que j'annule tous mes contrats et j'espère que vous serez condamné au maximum. » Harry Lester raccroche, abasourdi. Ils ne peuvent pas croire une chose pareille. Son personnel, si fidèle. Monsieur Brown, un de ses plus vieux clients. Si, c'est possible. En dépouillant le courrier, Harry s'aperçoit qu'une lettre sur 2 est une annulation de contrat. Et puis, le téléphone n'arrête pas de sonner. Des voix d'hommes, des voix de femmes, excitées, hystériques, des injures contre lui, contre sa femme, ses enfants, et le même mot qui revient comme une litanie. J'annule, 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 j'annule. Harry Lester, brisé, quitte son bureau. Il prend le chemin de son club. Il veut parler à ses collègues. Il va leur dire qu'ils n'ont pas le droit de le juger, de le condamner sans preuve. Mais Harry ne va pas bien loin dans le pompeux bâtiment de Rotary Club de Lakeland. À peine a-t-il franchi le hall que le concierge se précipite sur lui, l'empoigne par le col et le jette à la rue. Harry Lester rentre chez lui dans un état second. En chemin, il achète le Lakeland Mirror, le quotidien local. Il a un haut le cœur. Même dans ses pires appréhensions, il ne s'attendait pas à cela. Toute la première page lui est consacrée. Sous un énorme titre, le criminel et sa victime, figure la photo de Jennifer Lamb se jetant sur lui. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi un éditorial du directeur du Lake Mirror, intitulé « Pour une ville propre ». Il annonce le lancement d'une pétition exigeant non seulement une procédure rapide contre lui, mais le départ immédiat de sa famille. 15 mai 1956. Il y a maintenant 2 semaines qu'Harry Lester a été inculpé. Il est toujours en liberté, sous caution, mais il préférerait 1000 fois la prison. Il n'est pas retourné à son bureau. À quoi bon ? Il sait très bien qu'il n'y a plus un seul client. Il vit, cloîtré dans sa maison, sans songer à sortir. Joanne, sa femme, elle-même y a renoncé. Les commerçants refusent de la servir. Leur seul lien avec le monde extérieur est l'avocat, qui leur apporte des nouvelles et des provisions. Il tente de leur remonter le moral. Il mène son enquête personnelle sur le passé de Jennifer Lamb et il reste confiant. Pourtant, jour après jour, la vie devient de plus en plus difficile pour les Lester. Un soir, Grace, leur fille, rentre en larmes. Son fiancé vient de rompre. Quant à Michael, il revient du lycée avec des bosses et des bleus. Il refuse de répondre aux questions et monte s'enfermer dans sa chambre. Et le lendemain, il repart pour ses cours, tête en avant, l'air buté, les poings serrés. Mais surtout, il y a le journal, le Lakeland Mirror. Numéro après numéro, le directeur se déchaîne. La campagne pour l'expulsion des Lester bat son plein. Déjà 5000 signatures, proclame l'éditorial. Encore un effort et nous serons définitivement débarrassés de cette souillure. Lakeland redeviendra ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser être, une ville propre. C'est une semaine plus tard que l'avocat arrive en trombe chez les Lester. Il est tellement ému qu'il a du mal à s'exprimer.
Mon enquête vient d'aboutir. J'ai retrouvé la trace de Jennifer Lamb au Canada. Elle est née à Ottawa, où elle a été prostituée et danseuse nue. Elle a été condamnée en 1952 pour attentat à la pudeur et en 1954 pour chantage au viol imaginaire. À partir de ce moment, tout va très vite à Lakeland. Un non-lieu est rendu en faveur d'Harry Lester. Le chef et son adjoint, coupables de grave négligence professionnelle, sont révoqués. Jennifer Lamb est arrêtée pour faux témoignage. Et bien entendu, tous les anciens amis, tous les voisins d'Harry tiennent à se faire pardonner. Ils n'ont jamais cru un mot de cette histoire. Ils ont seulement été obligés de prendre leur distance à cause du qu'en dira-t-on. Les clients du cabinet d'assurance reviennent plus nombreux qu'avant. Au Rotary Club, on organise une réception à l'honneur d'Harry Lester, cette personnalité de la ville si odieusement calomniée. Le directeur du Lakeland Mirror publie des excuses dans son journal. Et peu après, les parents du fiancé de Grace viennent faire la demande en mariage de leur fils. C'est un peu plus tard encore, en juillet 1956, que le directeur du Lakeland Mirror s'est de nouveau manifesté, sous la forme d'un coup de téléphone. « Monsieur Lester, je sais que vous êtes surpris de m'entendre, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jennifer Lamb s'est suicidée dans sa cellule. Elle s'est ouvert les veines. Ça doit vous faire plaisir quand même. À ce sujet, je viens d'apprendre que Miss Lamb avait une sœur qui vit toujours à Lakeland. Alors, j'organise une pétition pour exiger son départ immédiat. Et bien entendu, j'inscris votre nom en haut de la liste. Vous êtes d'accord, monsieur Lester ? Allô ? Monsieur Lester ? Monsieur Lester ?